Mer Caspienne, 6h30 du matin, samedi. Un cargo navigue à 180 km de la sortie du port russe d'Astrakhan, lorsque 4 drones ukrainiens apparaissent à l'horizon et le transforment en boule de feu. Des marins russes qui se sont approchés de la coque en flammes n'ont trouvé personne à secourir. L'un d'eux a tout filmé. Il raconte qu'il pensait que c'était un navire militaire. Il s'est approché et a été choqué. Un membre d'équipage a perdu la vie. Plusieurs ont été blessés. Mais il y a un détail dans cette histoire qui change tout. Le navire était iranien. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, l'Ukraine a attaqué l'Iran. En moins de 24 heures, le gouvernement iranien a réagi. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que cela ne pouvait pas rester sans réponse. Et un ancien parlementaire iranien a traduit le message en termes géographiques. La réponse, a-t-il dit, devrait être donnée en mer Noire. La mer Noire est l'arrière-cour de l'Ukraine. C'est là que se trouvent les ports ukrainiens, les navires ukrainiens, la route des céréales qui maintient l'économie du pays en vie. Le message était clair. Vous nous avez frappés dans notre mer, nous vous frappons dans la vôtre. Et il est allé plus loin, il a dit que l'Iran devrait lever la limite de 2000 km sur ses missiles balistiques, limite que l'Iran s'est lui-même imposée. Et abandonner cette limite ne signifie qu'une seule chose: mettre l'Ukraine à portée. Mais voici ce qui ne colle pas dans cette histoire. L'Ukraine savait que cela allait arriver. Elle savait qu'elle provoquait le pays avec le plus grand arsenal de missiles du Moyen-Orient. Un pays qui affronte déjà les États-Unis et Israël en même temps. Et elle a quand même attaqué. Ce n'était pas du désespoir, c'était un calcul. Et quand tu comprendras ce qu'a calculé l'Ukraine, tu comprendras pourquoi cela peut être l'une des manœuvres les plus froidement calculées de toute cette guerre. Pour comprendre le calcul, tu dois d'abord comprendre l'endroit. Parce que la mer Caspienne n'est pas une mer ordinaire. C'est le plus grand plan d'eau fermé du monde, entouré par seulement 5 pays. La Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Regarde bien ce que cela signifie. Aucune marine occidentale ne peut y entrer. Aucun porte-avions américain. Aucune frégate européenne. Aucune patrouille de l'Alliance militaire occidentale. C'est une mer fermée, sans accès à l'océan, c'est-à-dire sans surveillance extérieure. Pour la Russie et l'Iran, 2 pays noyés sous les sanctions, ce n'est pas un simple détail géographique. C'est un cadeau. Vous imaginez probablement que des armes circulant entre ces 2 pays voyagent en cachette, en évitant les patrouilles internationales, n'est-ce pas? Faux. Elles traversent une mer où personne ne peut les poursuivre. Là-bas, les navires n'ont qu'une seule chose à craindre: les satellites. Et c'est précisément dans cette mer, l'endroit théoriquement le plus protégé de la planète pour ce genre d'affaires, que les drones ukrainiens sont apparus. Ce samedi matin-là, les habitants de la région ont filmé depuis le haut des immeubles la lueur orangée qui montait de l'autre côté de l'eau, projetant des fragments incandescents en arc. On retrouve la signature classique d'une détonation secondaire, lorsque quelque chose d'explosif ou d'inflammable à l'intérieur de la cible explose également. Le gouvernement iranien s'est empressé de présenter sa version. Il a diffusé des images prises à bord du navire touché. Un cargo appelé Anna, montrant la cale chargée de bobines de tôle d'acier. Ils ont dit qu'ils transportaient 2000 tonnes de fer. Il s'agissait d'une cargaison civile, non militaire et non dangereuse. Selon la version iranienne, la documentation contredit complètement l'affirmation du président ukrainien. Et l'Ukraine? Bien, l'Ukraine dit le contraire. Pour eux, ce navire faisait partie d'une opération qui devait rester dans l'ombre. C'est ici que l'histoire commence vraiment, parce que, selon le service de sécurité ukrainien, les cibles cette nuit-là n'ont pas été choisies au hasard. 2 des navires touchés
le Portolia 2 et le Begay étaient déjà sanctionnés par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et par l'Ukraine elle-même. Et leur passé raconte une histoire que peu de gens connaissent. Ces navires font partie de ce que les analystes appellent la flotte fantôme. Les embarcations qui éteignent leurs transpondeurs. Les appareils qui transmettent la position de chaque navire dans le monde et disparaissent tout simplement de la carte. Ils s'éteignent généralement lorsqu'ils sont près de 3 ports. Astrakhan, du côté russe, et Anzali et Amirabad, du côté iranien. Ils disparaissent chargés dans l'un et réapparaissent vides dans l'autre. Et tu sais ce qui traverse ce couloir invisible ? Les chiffres avancés par les chercheurs et les services de renseignement sont à couper le souffle. Rien qu'en 2023, plus de 300 000 obus d'artillerie et environ 1 million de munitions ont traversé la mer Caspienne de l'Iran vers la Russie. À partir de 2024, plus de 400 drones Shahed ont suivi le même chemin. Begay, selon les renseignements ukrainiens, transportait des munitions, des gilets pare-balles et des casques. Et ce corridor ne cesse de croître. Il est 40% plus court que la route par le canal de Suez et jusqu'à 30% moins cher. Et on prévoit que le volume entre les deux pays double cette année, atteignant 10 millions de tonnes. Vous comprenez ce qui s'est passé ? L'Ukraine n'a pas attaqué un navire. Elle a attaqué l'artère qui alimente la machine de guerre, qui déverse des drones sur ces villes depuis 4 ans. Et si ce genre d'analyse t'aide à voir ce qui se cache derrière le titre, abonne-toi à la chaîne, parce que cette histoire ne fait que commencer. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir, mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. T'y as déjà réfléchi ? Pourquoi l'Ukraine a-t-elle pris ce risque ? Pourquoi couper l'approvisionnement russe est une chose, mais la mort d'un marin iranien et la fureur de l'Iran, c'est tout autre chose. Est-ce que cela justifie le risque ? Pour répondre, il faut regarder cette guerre à travers les yeux d'un Ukrainien. Parce que pour l'Ukraine, l'Iran n'est pas un pays neutre qui a été attaqué sans raison. Depuis 2022, le gouvernement iranien fournit à la Russie les drones Shahed. Ces drones explosifs, à ailes triangulaires, qui bourdonnent au-dessus des villes ukrainiennes presque toutes les nuits, traquant les immeubles résidentiels et les centrales électriques. Des milliers d'entre eux se sont déjà abattus sur le pays. Et il y a une ironie cachée dans cette histoire que presque personne ne remarque. En octobre 2022, au plus fort des premières attaques de Shahed, l'Ukraine a commencé à développer sa propre réponse. Un drôle longue portée appelé Lyuti, ce qui signifie féroce en ukrainien.
Un drone à hélice, guidé par satellite, avec une portée qui dépasse aujourd'hui 1700 km et une ogive pouvant aller jusqu'à 75 kg. Il coûte environ 200 000 $ l'unité. Et devine quelle arme a probablement traversé le ciel de la mer Caspienne ce samedi-là. Oui, lui-même. Le drone qui est né à cause de Shahed coule maintenant les navires qui transportent le Shahed. Du point de vue ukrainien, personne n'a ouvert une nouvelle guerre. Ils n'ont fait que riposter à une guerre qui existait déjà. Mais ça, c'est que la moitié du calcul. L'autre moitié est bien plus explosive. Parce que la vraie question n'est pas ce que l'Iran fait pour la Russie. C'est ce que la Russie fait pour l'Iran. Et la réponse a commencé à apparaître en mars, lorsque des chasseurs israéliens ont fait quelque chose d'inédit. Ils ont bombardé le port de Bandar Anzali, sur la côte nord de l'Iran, sur la mer Caspienne. Les images diffusées par les forces israéliennes montrent des navires lance-missiles de la marine iranienne disparaissant dans des boules de feu, un par un. Et ensuite, les centres de commandement sur le quai sont démontés, impact après impact. C'était la première fois dans l'histoire que le littoral iranien de la mer Caspienne était pris pour cible. Israël y a vu ce que l'Ukraine verrait 4 mois plus tard. Ce corridor ne servait plus seulement à armer la Russie. Le flux s'était inversé. Après que la Russie a nationalisé la production des Shahed en 2023, en fabriquant les drones chez elle, sous licence iranienne, elle n'était plus seulement cliente. Selon les autorités américaines maintenant, c'est la Russie qui envoie des composants de drones à l'Iran, par la mer Caspienne, aidant le régime à reconstituer l'arsenal qu'il perd dans la guerre contre les Américains et les Israéliens. Et la presse britannique rapporte quelque chose d'encore plus grave. La Russie installerait des moteurs à réaction sur les Shahed et renverrait sa version améliorée en Iran pour être utilisée contre les États-Unis. L'ancien ambassadeur américain en Ukraine, Bill Taylor, a décrit ce circuit fermé lors d'une interview récente. Les Iraniens, a-t-il dit, utilisaient contre les Américains et leurs alliés les mêmes drones qu'ils avaient fournis aux Russes. Tout cela a conduit à certains drones à longue portée. La guerre d'Iran a démontré que les Iraniens utilisaient leurs propres drones, les drones Shahed, qu'ils avaient donnés aux Russes, mais les Iraniens utilisaient ces drones contre nos alliés et contre nous. Et ils sont allés, les alliés, nos alliés dans le Golfe, sont allés en Ukraine. Les alliés du Golfe ont donc cherché qui, dans le monde, sait le mieux abattre les Shahed? L'Ukraine. Et des soldats ukrainiens sont partis au Moyen-Orient pour enseigner comment traquer le drone iranien. Mais Taylor en a révélé davantage. Les Russes, selon lui, ont fourni à l'Iran des renseignements militaires sur la localisation des forces américaines. L'Ukraine. Et l'Ukraine a déclaré « Nous allons vous aider. Nous allons vous aider à abattre, à vous défendre contre ces drones venant d'Iran. » Par ailleurs, les Russes ont donné à l'Iran des renseignements militaires sur l'emplacement des forces américaines. Et les Iraniens sont passés à l'action sur cette base. Et les Iraniens s'en sont pris à elle. Ce n'est pas une accusation vague. Le gouvernement ukrainien affirme avoir enregistré le schéma. Des satellites russes ont photographié la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite 3 fois en 5 jours. Le lendemain de la 3e photo, des missiles iraniens ont frappé la base et blessé des militaires américains. La base était déjà pilonnée depuis des semaines. Et en juillet, selon l'enquête ukrainienne, le schéma s'est répété. 4 bases avec une présence américaine, 2 au Bahreïn, une en Jordanie et une au Koweït, ont été ciblées par les satellites russes quelques jours avant de nouvelles attaques. 18 Américains ont déjà perdu la vie dans cette guerre contre l'Iran. Et maintenant, regarde ce qui s'est passé ensuite. Parce que ça ressemble à un scénario de film. Vendredi soir, bureau ovale.
Un journaliste demande au président américain pourquoi il dit que la Russie n'aide pas l'Iran, alors que son propre secrétaire à la guerre affirme le contraire. Trump répond en disant que Poutine lui a donné sa parole. Il a dit « Je leur fais confiance, je ne pense pas qu'ils veuillent me décevoir ». Je leur fais confiance. Quelques heures plus tard, dans la nuit de vendredi à samedi, les drones ukrainiens mettent le feu au corridor de la mer Caspienne. Et ce même samedi, le président ukrainien publie un dossier provenant des satellites. Comme vous pouvez le voir, l'Ukraine n'a pas choisi ce navire par hasard. Et elle n'a pas non plus choisi cette semaine par hasard. 3 jours après l'attaque, le président ukrainien a rencontré Trump à la Maison-Blanche. Et il n'apportait qu'un seul message. Pendant que vous les croyez sur parole, regarde ce qui traverse cette mer. C'est ça le calcul. Mais tout calcul a un prix. Et ici le prix a un nom, la réponse de l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères n'a pas seulement accusé l'Ukraine. Il a accusé Israël d'être derrière l'attaque, d'utiliser l'Ukraine pour entraîner l'Europe dans la guerre, sans présenter aucune preuve à ce sujet. Le porte-parole de la commission de sécurité du Parlement iranien a qualifié le président ukrainien de clown et a plaidé pour que l'Iran reconnaisse les régions occupées de l'Ukraine comme territoire russe. Et des chaînes liées au régime parlent ouvertement de missiles balistiques. Cela ressemblait au prélude d'une attaque. Mais regarde bien la position dans laquelle se trouve l'Iran maintenant. Au sud, la marine américaine resserre l'étau sur le détroit d'Ormuz, après 13 nuits consécutives de bombardements. Au nord, la seule côte qui restait sûre vient de devenir une zone de guerre. Les 4 ports iraniens de la mer Caspienne tournent en continu pour acheminer blé, maïs et huile, essentiels à la survie du régime sous sanctions, cette route ne transportant pas que des armes. Répondre à l'Ukraine dans ce contexte signifie ouvrir un 3e front, sans avoir fermé les 2 premiers. Mais c'est justement cela qui rend la situation si dangereuse. Un pays acculé comme l'Iran, avec sa fierté blessée et un arsenal de milliers de missiles, ne prend généralement pas de décision prévisible. Ce mur invisible qui séparait la guerre en Europe de la guerre au Moyen-Orient est tombé. Et c'est pas un missile qui l'a fait tomber, c'est un cargo, coulant dans une mer qui n'apparaissait sur aucune carte de guerre. L'Iran arme la Russie contre l'Ukraine. La Russie, selon les Ukrainiens et les Américains, guide et réarme l'Iran contre l'Amérique. Et l'Ukraine, le pays qui n'était que la victime de cette histoire, choisit maintenant des cibles à 1000 km de chez elle, dans un conflit qui, officiellement, n'est même pas le sien. La vérité, c'est que les guerres ne restent plus enfermées dans des cases, et si la promesse iranienne se transforme en véritable missile, ce qui a commencé avec un navire en mer Caspienne, pourrait être retenu comme le jour où les 2 incendies n'en ont plus fait qu'un. Cette histoire est loin d'être terminée, et chaque nouveau chapitre passera par ici. Alors profites-en pour t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu seras informé lorsque le prochain mouvement aura lieu. Et dis-le moi dans les commentaires, à ton avis, assistons-nous au début d'une seule guerre ou s'agit-il encore de 2 guerres séparées ? Merci de votre attention. À la prochaine vidéo.